qu'il n'ignorait pas la nécessité de la compléter en tant qu'elle est le regard exercé par un acteur, un personnage sur un objet, un autre être humain ou ce que vous voulez. Il n'ignorait pas qu'il fallait évidemment filmer la réaction. Voilà ce qu'il dit, c'est dans Hitchcock par Hitchcock. C'est un livre qui est condensé de ses interviews, de ses articles, etc. Je vous conseille de le lire en anglais parce que la traduction est très défectueuse en français. Alors voilà ce qu'il dit, mais je vous le dis en français. Le traitement subjectif, c'est le gros plan d'une personne, puis de ce qu'elle voit. Je m'en sers beaucoup, il y a une quantité phénoménale de traitements subjectifs dans mes films. Je place la caméra, je fais un gros plan de la personne, et puis de ce qu'elle voit, elle et la caméra. Donc elle et la caméra et le spectateur, qui se trouve dans le regard subjectif du personnage en question. C'est ce que nous allons voir ici, dans cette figure idéale du film noir. Je t'aime, je te filme, et la femme répond. Ici, elle répond qu'à la 45e minute du film, c'est ce qui en fait un des premiers tournants et un exploit. Elle ne répond pas « je ne suis pas celle que vous croyez », elle répond « je ne sais pas qui je suis ». Ce qui est aussi une des originalités du scénario remarquable de ce film. Et voilà le complément qu'ajoute Hitchcock. Rear Window, donc fenêtre sur cour, qui a précédé de peu le film que nous allons voir, c'est du pur traitement subjectif. Ce que voit James Stewart, même acteur central, donc tout le temps, et ensuite comment il réagit. Dans le traitement subjectif, vous comprenez, c'est une chose vitale, la réaction. Donc je reviens à ce que j'avais dit déjà auparavant. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle caméra subjective est une demi-subjectivité, puisque l'autre face de cette subjectivité, c'est le visage de la personne qui exerce ce regard et qui a la gentillesse de me le prêter à moi, spectateur. C'est-à-dire que pour lire l'expression complète de ce regard, il me faut bien le contre-champ sur le personnage. C'est ce que j'appelle le champ-contre-champ solipsis, c'est-à-dire où le champ et le contre-champ sont à l'intérieur de la même personne, si je peux dire. L'un, c'est vu de l'intérieur, l'autre, c'est vu de l'extérieur, mais on tourne en rond sur la même personne, c'est-à-dire ici James Stewart. Il y a une autre forme de champ contre champ qui est évidemment celui qu'on peut appeler interlocution. Cary Grant regarde Ingrid Bergman regarde Cary Grant. Interlocution, échange, qui est très différent de la première forme qui est solipsis narcissique. Celle-là est une forme d'échange qui constitue une sorte d'espace public entre les interlocuteurs. Nous verrons comment James Stewart est enfermé dans la première figure. Alors c'est aussi un film, disons un chef-d'œuvre. Je pense que, je ne suis pas le seul à le penser, c'est certainement un des 10 plus grands films de l'histoire du cinéma. À l'époque, à part les Français qui avaient bien apprécié, aux États-Unis, on a dit qu'est-ce que c'est que ce truc alambiqué qui n'en finit plus sur les pentes de San Francisco, etc. Tout ça accompagné par la musique de Wagner. J'ajoute qu'il y a une autre musique plus qu'empruntée, je dirais quand même, par Bernard Herrmann, qui est celle qu'on entendait le générique, qui s'inspire de la Rhapsodie espagnole, le premier mouvement de Ravel. Herrmann avait le génie du collage. Il prenait des petites cellules comme ça, qui faisaient marcher en boucle. Et évidemment, ici, sa musique, comme Hitchcock, trouve son apogée, puisque le film est construit sur une double hélice. La deuxième partie du film déconstruit la première partie du film. J'y reviendrai après, parce que je sais qu'on a horreur de se faire raconter le film à l'avance. Donc je ne vais pas le faire, même si j'espère que vous l'avez déjà vu au moins une fois, parce que Vertigo est un film qu'on ne peut pas voir une fois. Il faut le voir au moins une fois et demie. De manière à bien comprendre tout ce que la première partie contient de prémonition par rapport à la seconde. Juste une, pour fixer les idées, et puis après, nous passons au visionnage. Dans cette histoire de revenant, Gavin Elster, le mari de Madeleine, convoque son ex-ami lointain de l'université dont il sait qu'il est devenu flic, mais qu'il a été mis à pied pour cause d'acrophobie, c'est-à-dire de vertige, pour qu'il suive sa femme. Et il lui dit « Crois-tu qu'on peut être possédé par une morte ?» Et James Stewart fait « Well, no, absolutely no. » Non, absolument non, l'homme rationnel. Qu'est-ce qui va arriver à James Stewart?
Je vous le donne en... Donc tout le film fonctionne comme ça. Petite anecdote, on pourrait passer des heures sur ce film, mais bon. Petite anecdote que m'avait raconté, son nom m'échappe, peu importe, un professeur du Collège de France en ethnologie. Il me dit les rêves sont toujours prémonitoires a posteriori. Lui, il est la moitié du temps au Collège de France, à Philippe d'Escola. Et l'autre moitié, il est en Pagne chez les Givarot, où il a un père, une famille, etc. Et il me disait, quand mon père est mort, parce qu'il avait un père d'adoption là-bas, tous les enfants ont sorti de leur sac à rêve un rêve prémonitoire annonçant la mort du père. Sauf que si le père n'était pas mort, personne n'aurait sorti les rêves prémonitoires du sac à rêve. Donc c'est cette boucle infernale de la prémonition a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui se voient transformés par les conséquences réelles dans la vie et qui, du coup, prennent un sens qu'ils n'avaient pas quand ils ont été émis. Ils se surchargent d'un sens qu'ils ignoraient et on peut appeler ça prémonition. Mais ici, le film est encore plus diabolique que ça et vous allez voir comment nous tombons amoureux fous. Alors justement, j'aimerais bien voir l'avis des dames, parce que c'est quand même... Le schéma du film noir, c'est le regard désirant masculin sur un corps féminin qui s'expose. Donc, ce sera intéressant dans le débat qui suivra, peut-être, d'avoir l'avis, parce que je pense que tous les messieurs tombent facilement amoureux de Kim Novak. Est-ce que c'est vrai pour les filles? Est-ce qu'elles tombent amoureuses de Kim Novak ou de James Stewart? Ou des deux, je n'en sais rien. Donc, on va voir. Ce film est aussi, je vous mets un peu quand même la puce à l'oreille, un règlement de compte avec Hollywood. Et c'est, historiquement, 58, l'année des derniers grands films noirs. Après, on passe à quoi? Eh bien, on passe à la nouvelle vague de cinéma direct Cassavetes. Mort des stars. Et ici, vous allez voir mourir une star. Et vous allez voir aussi la fabrique de la star, puisque tout le film tourne aussi autour de ça. Donc le film est très riche de sens. Pour terminer cette introduction, ça va, on est dans les temps, je dirais que les films d'Hitchcock se lisent toujours à 3 niveaux. Et lui, il a toujours fait l'andouille, si je peux dire. Quand on lui disait, oh, c'est des bons divertissements, il disait OK. Quand on lui disait, oh, c'est puissamment psychanalytique, il disait OK. Quand c'est kafkaïen, il disait OK. Et quand on lui disait, c'est quand même des films un peu expérimentaux, il disait OK. Et il a raison, parce que chacun des films est les 3. C'est un divertissement policier. Ici, la règle du film noir et du mélo est suivie absolument jusqu'aux 2/3 du film. Et donc, vous allez voir ce déroulé. Et après, le film est démonté, si on peut dire. Le deuxième niveau, c'est effectivement toutes les connotations sexuelles, psychanalytiques, presque infantiles, cauchemardesques qu'il y a notamment autour des objets. Le briquet d'un Stranger on the Train. Il y a toujours des objets transitionnels parce que les objets se chargent, sont parfois des menaces et parfois des recours dans nos interactions. On est tous un peu fétichistes, c'est normal, ça n'est pas qu'on croit aux esprits, etc. C'est que les objets se chargent réellement. Quand on rentre dans une maison pour l'acheter ou la louer, etc., on sent l'esprit des lieux. Donc il y a toujours ce niveau des objets transactionnels, des objets qui servent d'intermédiaires dans nos... Et puis en amour, c'est ce qu'il disait Cocteau, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des signes d'amour. Donc on va voir ici le bouquet de fleurs, le tailleur gris, le chignon blond, la jaguar verte et le pendentif rouge. Et le petit pousset, en l'occurrence qui est très grand, James Stewart, s'accroche au fétiche pour remonter jusqu'à son envoûteuse, dans une histoire de ce genre. Et puis il y a un troisième niveau chez Hitchcock, qui est que chaque fois il change la règle du jeu, comment je vais rouler le spectateur dans la farine. Ou plutôt, comment je vais lui faire jouer un jeu nouveau. Alors la caméra peut être subjective, elle peut ne pas l'être, elle peut... Et jusqu'à quel point je le fais changer de point de vue à un moment du film. Jusqu'à quel point, dans le film qui va suivre, La mort aux trousses, on va suivre les péripéties incompréhensibles de ce malheureux Cary Grant, jusqu'au moment où, hop, on a une vue d'avion, on rentre dans un immeuble et on voit une réunion de la CIA qui dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce pantin qui a endossé le costume d'un personnage normalement vide qu'on avait inventé à l'usage du KGB. D'un seul coup, tout le film change de position. Donc, c'est un spécialiste de ça, Hitchcock. Et donc, ici, vous allez voir le travail extrêmement fin sur la caméra amoureuse, le regard amoureux dans la première partie. Et puis, dans la seconde partie, il n'y a pas de doute. James Stewart, alias Ferguson, est fêlé. Quelque chose est fait. Et pour finir, je vous dis que je vous rappelle
que Ferguson, c'est une blague bien connue des Américains. Parce que vous savez qu'en yiddish, quand il y avait ces grandes vagues d'immigration aux États-Unis, et que le vieux juif du ghetto arrive et qui dit « Oh là là, je ne sais pas parler américain, etc. », il se débrouille pour trouver quand même un porteur qui lui dit « Quel nom, j'ai un nom à coucher dehors, quel nom je peux donner pour m'inventer une nouvelle identité aux États-Unis ?» Et le type lui dit « son nom m'échappe. La grande fortune américaine par excellence. Rothschild. Non, c'est pas Rothschild. Rockefeller. Donc arrivé devant l'inspecteur, il lui demande « What's your name ?» Il dit « Ich vergessen ». J'ai oublié en yiddish. Ferguson, ça vient de là. Et donc l'inspecteur dit John Ferguson pour Ich vergessen. Donc il s'appelle John Ferguson et elle s'appelle Madeleine Proust, etc. Donc rendez-vous dans 2h05. Merci François. Bien, nous n'avons que peu de temps pour... il faudrait au moins autant de temps que le film dure pour l'analyser correctement, mais on va faire en une demi-heure. Alors avant de revenir sur certaines scènes clés du film, et notamment par rapport à notre questionnement sur la caméra subjective et le champ contre champ, je voudrais pointer avec vous quelques tournants essentiels du film et le timing qu'ils ont dans la version finale montée. Parce que là, on arrive à une perfection d'orfèvre dans la manière dont s'écoule le film et dont il prend plusieurs tournants. Alors évidemment, ce film, Sam Taylor, qui est le dernier scénariste à l'avoir eu en main, ils ont été 4 sur le coup, puisqu'il y a les 2 qui sont crédités au générique, Sam Taylor et Alec Coppel. Mais auparavant, il y a eu le dramaturge Maxwell Anderson, ainsi qu'un écrivain qui avait travaillé sur un autre film avec Hitchcock qui s'appelle MacPhail, auquel on doit en fait une liste de 2 pages, qui est presque un listing des scènes au final, mais qui finalement a renoncé pour cause d'alcoolisme aigu. Il a dit qu'il n'était plus du tout en état de continuer, mais c'est lui qui finalement a fait une première continuité très proche de cette version. Maxwell Anderson était parti sur Orphée et Hitchcock a jugé ça trop théâtral. Il devait réécrire les dialogues et puis finalement il a abandonné aussi. Donc c'est Alec Coppel, un jeune scénariste, et Sam Taylor qui est natif de San Francisco, qui a apporté beaucoup d'éléments contextuels à cette histoire. Donc c'est une histoire de double hélice, dès le générique. On voit bien que c'est cette spirale que vous pouvez aller consulter avec vos enfants si vous en avez, avec les enfants des autres si vous n'en avez pas, au Palais de la Découverte. C'est cette spirale qu'on fixe et dont on ne sait plus très rapidement si nous entrons dans la spirale, c'est-à-dire si nous sommes précipités vers le bas ou au contraire rejetés vers le haut. C'est ce que Hitchcock a figuré magnifiquement par ce fameux travelling compensé qui est resté dans l'histoire du cinéma. À l'époque, il n'y a que des trucages optiques. Donc c'est un zoom avant et travelling arrière. Et évidemment, comme c'est très compliqué à faire à la verticale, vous imaginez monter une caméra Mitchell, etc., il l'a fait tout simplement sur une maquette à l'horizontale. Et le résultat est là. Donc, un film en double hélice qui commence tout de suite par ce générique formidable de Saul Bass, qui a fait aussi le générique de North by Northwest et d'autres, qui commence avec ces 2 éléments clés qui nous introduisent tout de suite à la mythographie du film. La bouche, le verbe qui est le verbe de la création, mais qui est aussi le verbe du mensonge.
Et l'œil, qui est le sens par lequel nous voyons la réalité, mais qui est aussi le lieu du trompe-l'œil. Donc dès le début, nous avons ce double motif. C'est un film de doublure, puisque Judy Madeleine est un double de la vraie Madeleine qu'on ne voit jamais dans le film, et que c'est une histoire aussi de doublure dans la mesure où c'est l'histoire de la découverte par un cinéphile fou devenu nécrophile d'une star morte, d'une femme qui lui ressemble et qui, elle, n'est qu'une starlette et qu'il va falloir retransformer, comme on le voit ici, grâce à la machine hollywoodienne. C'est filmé chez les tailleurs, manucures, coiffeurs de Hollywood. Et il règle ses comptes avec les producteurs à la fin, dans le dernier dialogue, dans le clocher. Il est entièrement fabriqué. Moi, je suis le gogo. Donc nous sommes tous les gogos de l'usine à rêve hollywoodienne. Ce qui est fabuleux dans ce film, c'est qu'on marche et qu'on en redemande. C'est-à-dire qu'il arrive à faire un film qui est à la fois la critique du système hollywoodien et qui est son paroxysme sublime. Un coup de maître, comme il y en a peu dans l'histoire des arts. Et dans l'histoire du cinéma, je pense que celui-là en est un. D'ailleurs, dans la dernière séance consacrée à Sans Soleil, vous verrez les échos de Vertigo chez Marqueur, puisqu'on revoit la fameuse coupe de bois, etc., qu'on revoit aussi dans La Jetée de Marqueur. Donc je vous disais, ça pourrait s'appeler, comme le suggérait Samuel Taylor, To Lay a Ghost. To lay a ghost, ça veut dire en anglais exorciser un fantôme, mais to lay a woman, ça veut dire l'allonger et la posséder. Donc c'était le titre humoristique que Sam Taylor avait donné à son scénario et qui correspond tout à fait au propos du film. Je vous rappelle que le roman original s'appelle D'entre les morts. Hitchcock, très scrupuleusement, incarne exactement cette phrase quand elle sort de la salle de bain avec ce filtre brouillard et cette lumière verte, avec laquelle s'est enfin refait le chignon. Hitchcock dira à Truffaut, lui, il la déshabille pas, il la rhabille. Et quand il lui demande de refaire le chignon, c'est comme s'il lui demandait le dernier rempart, la petite culotte. C'est textuel. Je cite l'interview de Hitchcock dans les entretiens avec Truffaut. Donc je vous disais aussi qu'une des clés du film, c'est que pendant toute la première partie, nous sommes avec le regard de James Stewart, de Scotty, porté passionnément sur cette icône, et que dans la deuxième partie, nous n'épousons plus son regard, nous voyons son regard comme un regard fou, un regard obsessionnel, un regard qui va jouer évidemment au metteur en scène du film, qui découvre que petit à petit, il y a un producteur derrière son dos qui a déjà écrit le scénario dont il croit être l'auteur. C'est très vexant. C'est non seulement vexant, mais c'est le pire qui puisse arriver à un amoureux. Ici, l'amoureux n'est pas trompé, puisque son amour est vain, il est sans objet. L'objet n'existe pas, il est une pure image, comme un leurre, un appôt, qui a été fait à son usage par le producteur Gavin Elster pour évidemment rafler l'argent de sa femme. Donc, vous voyez les rebondissements du film multiples et qui jouent évidemment avec le jeu du spectateur. Le spectateur, pendant toute la première partie, est amené, on va voir comment, à s'identifier au regard subjectif amoureux de l'homme sur la femme, enfin qui au début n'est pas une femme, elle est une icône. Elle devient une femme après la noyade, qui est une scène qui déconstruit ou reconstruit autrement toute la scène de Hernies. Sauf que là, ils sont face à face. Chez Hernies, ils sont dos à dos. Elle lui tourne la tête chez Hernies, tandis que là, il l'a sauvée et c'est le premier contact. Il met sa main au moment où elle prend sa tasse à café. Ils sont réunis dans le même plan et ils dialoguent pour la première fois du film au bout de 45 minutes, s'il vous plaît. C'est quand même assez remarquable d'avoir construit toute la première partie du film sur un homme qui suit une femme, qui fantasme sur elle. Et là, on peut dire que Hitchcock a mis la dose, parce que c'est quand même une histoire à dormir debout et à mourir couché. Et nous y croyons, comme lui. C'est une histoire totalement romanesque, tellement romanesque que c'en est trop. Et que le psychanalyste détective
Scotty devrait se méfier. Lui, l'être hyper rationnel. Mais voyez, tout s'explique, tout a une raison. Le cheval, le voilà. L'église, la voilà, etc. Mais oui, c'est vos histoires, vos ancêtres, etc. Il pourrait se méfier parce que la mariée, ou faut-il dire la morte, est trop belle. Il aurait mieux fait d'être un petit peu plus paranoïaque, pour le coup, et de se méfier d'un complot. Hein, c'est ça l'ironie de l'histoire. Et donc à partir de ce moment-là, il est envoûté et il lui arrive exactement ce que dit Elster au début du film. Croyez-vous qu'on peut être possédé par une mort? Non. Et ben, donc c'est ça aussi le retournement du film, tout à fait magnifiquement conduit. Alors voyons ces virages pour ce qui est de la structure générale du film, si vous voulez. Alors le premier virage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à 43 minutes 42, donc vous voyez, on est à la moitié d'un long métrage normal. Un long métrage normal, c'est 1h30. C'est le face-à-face où elle montre son autre profil, elle s'humanise, elle est dans le peignoir rouge, il est dans un pull vert. Tout le film est en rouge et vert. Rouge sang, vert mort. Il y a ici une science de la couleur absolument stupéfiante. Regardez le bureau flamboyant de Gavin Elster, tout est rouge. Lui est en costard marron, si je me souviens bien, et il y a juste James Stewart qui est en costume bleu. On va revoir cette scène parce que c'est une scène décisive dans la capture du spectateur. Pour que le spectateur vienne à s'identifier complètement au héros, entre guillemets, le héros négatif, celui dont le juge dira qu'il n'a pas été à la hauteur. Hein, on pense à toutes ces expressions toutes faites. Il n'est pas à la hauteur, plus dur sera la chute, etc. Hitchcock trouve souvent des images qui sont liées à nos habitudes de langage. Dans tous ces films, je me suis amusé à enquister quelques-unes dans mon livre sur le subjectif de l'objectif. Mais c'est vrai qu'il met en scène nos phrases courantes dans des choses comme ça. Donc voilà, le premier virage, il est à la moitié de ce qu'est normalement un long métrage, c'est-à-dire 1h30, 45 minutes. Et puis, à 1h02, donc, on trouve la scène du baiser de fin. Le film est fini. Ils s'embrassent, et ils s'embrassent comme très souvent, comme presque systématiquement, comme l'a remarqué Alain Bergala. C'est Adam et Ève qui ont perdu le paradis. C'est Adam et Ève, il y a l'arbre dépouillé derrière, qui est l'arbre de la connaissance après consommation du fruit, donc il ne reste pas grand-chose dessus. Et le baiser extraordinaire, la musique, la vague qui vient taper. J'avais montré ça à des élèves de lycée. Toute la salle a explosé de rire à ce moment-là. Je ne pense pas qu'Hitchcock s'en serait offensé. C'est vrai qu'il met quand même la gomme, si on peut dire. Hein, là, il va carrément. À 1h02, le film est fini. Happy end. Hein, mais elle lui a dit quand même quelque chose qui fait partie de ces nombreuses phrases, hein, je vous disais tout à l'heure, qui sont des prémonitions de ce qui va advenir, des prémonitions assez lugubres en général. Vous savez, elle s'enfuit après avoir raconté ce rêve alambiqué que lui a dicté Gavin Elster, on ne le comprend qu'après. Alors donc ça veut dire que toute cette romance formidable dans laquelle on marche le premier coup se déconstruit sous nos yeux, s'effrite, devient un immense piège. Tu as appris ton texte par cœur, il dit dans le clocher. Oui, évidemment, elle l'a appris. C'est une actrice. Donc, lui, il l'a refabriquée en tant qu'actrice, mais il croyait que c'était elle. Or non, c'était déjà une doublure, mais la doublure d'un autre, pas la sienne. Le scénario est absolument formidable. Le livre est très décevant. Et alors, le coup de génie, on va y revenir, mais le coup de génie de Hitchcock, ça a été ce forçage. On va y revenir. Donc, elle lui dit « I'm not mad ». Je ne suis pas Madeleine. Elle lui dit I'm not mad. Et Gavin Elster, dans son bureau, lui avait dit auparavant, quand elle fait ça, she's no longer my wife. Ça n'est pas ma femme. Quand elle se promène, quand elle vous promène comme ça. Donc il y a quelques phrases tout à fait étonnantes, évidemment, qui se révèlent comme des aveux, mais qu'il ne peut absolument pas comprendre. De même qu'il ne peut pas comprendre, est-ce que vous croyez qu'on peut être possédé par une morte? Il ne peut pas comprendre que c'est ça qui va lui arriver. Et évidemment, une des phrases les plus diaboliques, c'est celle qui clôture le tribunal, où Gavin Elster vient près de lui et lui dit « Vous et moi,
nous savons qui a tué Madeleine. Ça, c'est quand même le comble de la perfidie extraordinaire. C'est supposé être Carlotta. Et oui, il le découvrira, mais plus tard. Pour le moment, il croit à ce rêve fou. Et puis, donc, après cette happy end à 1h02, à 1h12, on a la fin tragique, cette fois-ci. Enfin, juste avant la chute, elle lui dit, quand elle est au bas du clocher, ça ne devait pas se passer comme ça. Ce n'était pas supposé se passer comme ça. Et elle lui dit, tu te souviendras que je t'aimais, quoi qu'il arrive, etc. Ça veut dire qu'elle, là, on comprend qu'elle est vraiment tombée amoureuse, mais on ne peut pas encore comprendre le contexte, évidemment. On comprend que, de même dans la forêt de Séquoia, la difficulté qu'elle a à jouer son rôle, si j'ose dire. Et je pense que Hitchcock appuyait très fortement sur son incapacité, avec ses seins arrogants, ses trop gros mollets, qui fait qu'il a dû couper la scène où elle traverse la cour avant d'atteindre le clocher. On la retournait avec une doublure autrement, parce que Hitchcock a dit que ce n'était pas possible, etc. Donc je pense que la pression sur Kim Novak, elle joue à plein dans cette scène de Séquoia. Elle est elle-même un peu un fantôme sur ce plateau avec Maître Hitchcock qui ne l'aide pas du tout. James Stewart, oui, mais il lui dit que c'est la caméra qui fait le travail. C'est à elle de se débrouiller avec ses propres fantômes. Et je trouve cette fragilité qu'elle a, peut-être qu'Hitchcock cyniquement, ce qui ne serait pas très étonnant vu sa trajectoire, je pense que cyniquement, il a pensé que ça pouvait apporter quelque chose au film. Donc il a joué ça à plein. C'est pour ça que la scène de chaussures est assez drôle aussi, parce que quand elle a essayé les chaussures, elle ne lui allait pas parce que Vera Miles a un pied un peu plus petit que celui de Kim Novak. Il l'a forcé à jouer avec les chaussures de Vera Miles. Toute la garde-robe, il a refusé de la changer. Il fallait qu'elle s'adapte. Donc elle avait l'impression d'être dans les habits, non pas d'une mortelle, mais d'une femme enceinte. Vous voyez, tous les registres ici se mélangent, hein, comme dans les très grands films, la perméabilité par rapport aux conditions de tournage finit par jouer. Donc après, il y a la chute, et puis il y a cet intermède très étrange. Alors là, on est en plein onirisme. Vous avez déjà vu un tribunal se tenir sur les lieux du crime dans la grange d'en face, enfin, dans l'espèce de saloon d'en face. Il n'y a qu'un juge qui fait les demandes et les réponses. Il va voir, c'est un pauvre type. Bon, pour un film noir, c'est pas terrible. Hein, il n'a pas pu vraiment. Hein, il a des problèmes de verticalité, cet homme-là. Hein, il a une grosse faiblesse. Bon, mais on ne retiendra pas, etc. Donc il l'enfonce. Mais c'est vrai que normalement, le policier d'un film noir est à la hauteur. Lui ne l'a pas été. C'est le drame de ce film, qui d'ailleurs met fin d'une certaine manière au genre. C'est vraiment une date tournante. 58-59, c'est la fin du film noir. Et on peut dire que Hitchcock a joué cette fin. Il en a eu une conscience aiguë. Donc ensuite, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce coup de force extraordinaire, 1h34. Donc là, c'est la fin normale d'un film. Et il y a encore une demi-heure derrière. Et c'est la scène qu'on verra tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps, c'est la scène du renversement. Il la raccompagne à l'hôtel. Non, il vient la trouver à l'hôtel, pardon. Et puis il insiste, on laisse la porte ouverte, etc. Et quand il la quitte, il a obtenu le rendez-vous. La caméra fait un travelling gauche, réaccroche en premier plan la tête, la nuque de Judy, en gros plan. Elle a une queue de cheval, elle n'a pas le chignon magique encore. Et puis la couleur de vos cheveux, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Et elle se tourne vers la caméra, regarde droit dans la caméra. Interdit. C'est l'interdit absolu. On ne regarde pas dans la caméra parce qu'au bout d'un moment, assez vite, le spectateur voit la machine. Mais là, ça fait partie de ces regards caméra qui nous renvoient à l'intérieur du personnage grâce au flashback qui, en rouge, arrive tout de suite sur l'écran et nous montre la véritable scène du crime, c'est-à-dire ce qui s'est passé derrière la trappe Nigo. N'est-ce pas ? Il n'a pas pu monter, lui, mais ce qui s'est passé et qu'on n'a pas vu, la scène manquante, si vous voulez, cette fois-ci, nous la voyons in extenso dans ce flashback. Et ça, c'est un coup de force de Hitchcock. Ces deux scénaristes, les producteurs, ses conseillers, etc., ont dit on ne va pas vendre la mèche aux 2 tiers du film. Si, dit Hitchcock,
Parce que le spectateur, maintenant, en sait plus que ce dingue de James Stewart, qui va paraître encore plus fêlé qu'avant avec son obsession. Et cette fois-ci, nous basculons du côté de Judy avec la lettre. La caméra l'enveloppe, n'est-ce pas? La caméra, étrangement, se met à la place du mur. Elle écrit face à un mur. Et la caméra vient se mettre à la place du mur. Dans l'accord, il fait ça très bien. Il sait retirer un mur quand il en a besoin. Il fait monter sur roulette et tout ça. Grosse machinerie. Mais la caméra vient l'envelopper. Elle écrit cette lettre formidable qu'elle déchire. Elle décide le pari de rester parce qu'elle l'aime vraiment. Et à ce moment-là, moment hautement immoral, le spectateur bascule du côté de la criminelle. Va-t-il l'aimer pour ce qu'elle est en chair et en os? Impossible. Ce qu'il aime, c'est les fétiches, comme les cinéphiles. C'est une histoire de nécrophilie, pure et simple. Il ne pourra to let a ghost que quand elle sera redevenue le vrai fantôme de Madeleine, après qu'elle soit sortie verte, si je peux dire, de la salle de bain, comme dans un film d'horreur, comme si c'était un vampire. Et là, ça pourrait être consommé, d'ailleurs elle a envie d'un bon steak, qui va raccorder avec le rouge fatidique du collier. Alors là, évidemment, alors la scène du baiser formidable, et à la fin du baiser, il bascule. On comprend qu'il bascule tout laid, qu'il s'étend. Mais Hitchcock a fait couper juste avant. Parce qu'il ne veut pas avoir d'ennui avec la censure, puis il trouve bien que les choses soient évoquées. Après, on retrouve James Stewart dans son fauteuil, elle dit qu'elle est grande détente, on va manger un steak, etc. Donc voilà les articulations, si vous voulez, extraordinaires de ce film qui va vraiment zigzag, puisqu'il y a plusieurs fins, et puis plusieurs enchaînements, plusieurs renversements. Alors maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est quelques scènes. Il faut aussi noter que l'œil du début du film trouve deux fois deux échos. L'œil qu'on voit au début du film avec la pupille dans laquelle s'inscrit comme une galaxie, une espèce de communication entre l'intérieur du corps humain, ce qui communique l'intérieur et l'extérieur, la pupille, et rejoignait les trous noirs, l'univers, etc. Trouve deux échos chez Madeleine. Le premier, c'est ce baiser extraordinaire quand ils sont près des chevaux, là, dans les stalls du cloître. Il l'embrasse devant le cheval, les attelages, etc. Après lui avoir expliqué que tout ça, c'est son enfance qu'elle a vécu, tout ça, il prend pour un psy dans la première partie du film, et pour un metteur en scène dans la deuxième partie du film, il n'est ni l'un ni l'autre. Parce que les dés sont déjà jetés, le scénario est écrit ailleurs, il a une place dans le scénario qu'il ignore, qui est celle du gourou. Comme il le dit lui-même, j'étais le pigeon parfait. Mais oui, tout a été calculé pour ça. Et nous sommes les pigeons de l'usine à rêve hollywoodienne. C'est la première partie du film. Nous sommes dessillés dans la seconde partie du film, mais nous en redemandons parce que c'est la magie de ce spectacle qui est un film totalement autocritique. Donc, il y a deux échos féminins de cet œil qui sont ce baiser avant qu'elle monte dans la tour. Elle est attirée par la tour, elle sait qu'elle a un devoir à accomplir. On voit son œil fou à elle qui, par-dessus l'épaule de James Stewart, s'égare. Et puis, à la fin, on retrouve son œil au moment où elle l'embrasse, où le spectateur peut encore croire que tout va s'arranger, qu'il va la prendre pour Madeleine, que oui, d'accord, elle va faire Madeleine, etc. Et elle a l'œil qui part aussi sur le côté comme ça, parce que la nonne sort comme un spectre, etc. Et qui dit « I heard voices ». J'ai entendu des voix. Et avec quelle voix le dit-elle? La voix de Kim Novak. Ça a été post-synchronisé par la voix de Kim Novak, comme si la voix se détachait d'un corps déjà en chute et qui rejoignait, on peut dire, son image virtuelle de star. Car finalement, Marilyn Monroe se suicide en 1962. La seule manière pour une star de retrouver corps, c'est dans le suicide. Parce que sinon, elle est une image virtuelle permanente. Oui, je suis bien celle que vous croyez tous. Mais elle sait qu'elle ne l'est pas. Mais comment prouver ça? Il n'y a aucune manière de sortir de l'image une fois qu'on est pris dedans, si ce n'est en faisant ce geste définitif. On reprend corps dans la tombe. Donc vous voyez la richesse du film au niveau de ses intuitions par rapport au film noir, à ce qui va arriver, la fin des stars, etc.
On peut dire que ce film, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de Hollywood, c'est la fin du film noir, mais alors une fin flamboyante qu'on peut revoir, justement, autant de fois que nécessaire. Les deux échos masculins, c'est l'œil fou, évidemment, de James Stewart, qui est très fort pour faire ce regard halluciné, c'est le cas de le dire. C'est évidemment la première fois à la gouttière, quand il est pendu à la gouttière et qu'il regarde en bas, c'est la première fois qu'on voit ce travelling compensé. Et vous remarquerez que Hitchcock a fait une ruse, il a trouvé que quand on voyait qu'il se penchait vers le bas, qu'il voyait ses pieds, ça gênait l'onirisme de la vision, la folie. Il a fait enlever les pieds. Ce qui est totalement irréaliste. C'est-à-dire que si vous faites comme ça, vous voyez vos pieds, forcément, en même temps que la cour. Donc il y a plein d'éléments comme ça, les filtres diffuseurs, les filtres brouillard, qui donnent une espèce d'incertitude qui vient des songes au récit. Je pensais aussi à Bresson, Pickpocket, qui utilise, parce que la force des images, qui est aussi leur faiblesse, ou du moins leur illusion, c'est qu'une image, c'est toujours imago et pictura, comme disaient les latins. C'est-à-dire une image, vous ne savez jamais si c'est une image de la réalité, vous voyez, même représentation ne fonctionne pas en français, ou si c'est une image mentale, une vision. C'est une vue et une vision. Vue, c'est quelque chose a priori de réel, ça évite qu'on se fasse écraser par les voitures dans les rues. Mais une vision, voilà, on ne sait plus trop, est-ce que ce que je vois est bien réel, ou est-ce que... Voilà. Et là, il y a une phrase que j'avais mis en exergue, que j'ai oublié de vous dire, mais qui est formidable, de Cavell, dans son livre La projection du monde, qui est quand même un des grands philosophes avec Deleuze à avoir écrit des livres entiers sur le cinéma. Le fantasme n'est pas à côté, coupé de la réalité. Il est précisément ce avec quoi peut se confondre la réalité. C'est par le fantasme qu'est posée notre conviction de la valeur de la réalité. C'est-à-dire que c'est notre croyance. Très longtemps, dans un esprit scientiste, on a opposé croyance et vérité, science, etc. Mais ce sont des héritages du XVIIIe siècle et des volontés du rationalisme galopant, si je peux dire. Mais évidemment que croire au monde, c'est indispensable si on veut donner sens à sa vie. Or, ça se mélange forcément avec des fantasmes, dont le plus fort et le plus gros est la projection du désir de l'un sur le corps de l'autre, et souvent, parfois, pas toujours, heureusement, à son corps défendant. Mais je ne suis pas celle que vous croyez. On en revient là. Elle veut bien. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas qui elle est. Alors maintenant, on va brièvement revoir 2 ou 3 séquences. Donc la première, je vous propose de la revoir, c'est la manière dont Hitchcock va capturer le spectateur et le conjoindre au regard de James Stewart Scotty. Alors la première séquence, c'est celle d'ailleurs où passe Hitchcock en portant une trompette. Dans un autre film, il porte une contrebasse. C'est dans le bureau de Elster. C'est là qu'on ferre le poisson. Et c'est un gros poisson, parce que c'est un détective, c'est un homme rompu au métier, c'est un homme déjà âgé, célibataire, endurci, rationnel, etc. Comment Elster va arriver à le ferrer? Enfin, c'est ce qu'on comprend après, ça. Évidemment, sur le coup, on croit que c'est un mari éploré qui se demande ce qui arrive à sa femme. Alors, revoyons comment la scène est construite. Regardez bien la scénographie. Le bureau est en 2 parties. Une première partie qui est une avant-scène, où il y a le bureau de Elster et un fauteuil qui donne en vis-à-vis de Elster, et un autre au fond qui est le fauteuil tout indiqué du spectateur. Et d'ailleurs, au début de la scène, il dit cette phrase curieuse: mais tu ne devrais pas rester assis. Phrase tout à fait insolite. Est-ce qu'on dit ça à quelqu'un qu'on retrouve au bout de 25 ans, etc. Tu devrais rester assis. Alors ça peut faire allusion à son vertige, mais ça fait surtout allusion: j'aimerais bien que tu restes assis pour que je te fasse le show. Et en plus, il a le culot de lui dire « Do you think I make it up ?» Ce qui en anglais veut dire « Est-ce que tu crois que je te monte un coup ?» Ça veut dire « make-up », c'est le maquillage. Et lui dit « Non, je n'invente rien, je ne fais pas un coup. » Donc vous allez voir, il y a derrière une estrade avec une grande table, où on suppose se tiennent les conseils d'administration, etc. Et vous allez voir que tout se joue dans ce double espace. Et vous allez voir progressivement comment la caméra rentre dans la tête par derrière, comme elle le fera chez Ernie, dans la tête de James Stewart. Donc nous entrons dans sa tête.
Et après, lui accepte d'endosser le rôle du spectateur majeur, celui qui va accepter enfin de s'asseoir dans le fauteuil rouge et dire well, c'est le coût des kilomètres qu'elle fait en voiture qui va, un argument apparemment rationnel, le chiffre, 150 kilomètres, c'est pas ce qu'elle fait. Regardez bien comment ça se passe. How did you get in the shipbuilding business, Gavin? I married into it. Very interesting business. No, to be honest, I find it dull. Well, you don't have to do it for a living. No, but one assumes responsibilities. My wife's family is all gone. Someone has to look after her interests. Her father's partner runs the company yard in the East, Baltimore. So I decided, as long as I had to work at it, I'd come back here. I've always liked it here. How long have you been back? Almost a year. You like it, huh? Well, San Francisco's changed. The things that spell San Francisco to me are disappearing fast. Like all these. Yes, I should have liked to have lived here then. Color, excitement, power, freedom. Shouldn't you be sitting down? No? No, I'm all right. I was sorry to read about that thing in the paper. And you've quit the force. Is it a permanent physical disability? No. No. It just means that I can't climb stairs that are too steep or go to high places, like the bar at the top of the Mark. But there are plenty of street-level bars in this town. Would you like a drink now? No, I don't think so. No, it's a little early in the day for me. Well, I guess that just about covers everything, doesn't it? I never married. I don't see much of the old college gang. I'm a retired detective, and you're in the shipbuilding business. Now, what's in your mind, Gavin? I asked you to come up here, Scotty, knowing that you'd quit detective work. But I wondered whether you'd go back on the job as a special favor to me. I want you to follow my wife. No, it's not that. We're very happily married. Well, then, I'm afraid some harm may come to her. from whom? Someone dead. Scotty, do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being? No. If I told you that I believe this has happened to my wife, what would you say? Well, I'd say take her to the nearest psychiatrist, or psychologist, or neurologist, or or maybe just the plain family doctor. I'd have him check on you, too. Then you're of no use to me. I'm sorry I wasted your time. Thanks for coming in, Scotty. Okay. I didn't mean to be that rough. No, it sounds idiotic, I know. And you're still the hard-headed Scot, aren't you? Always were. You think I'm making it up? No. I'm not making it up. I wouldn't know how. She'll be talking to me about something. Suddenly, the words fade into silence. A cloud comes into her eyes, and they go blank. She's somewhere else, away from me, someone I don't know. I call to her, she doesn't even hear me. Then, with a long sigh, she's back. Looks at me brightly. Doesn't even know she's been away. Can't tell me where or when. Well, how often does this happen? More and more in the past few weeks. And she wanders. God knows where she wanders. I followed her one day. Watched her coming out of the apartment. Someone I didn't know. She even walked a different way. Got into her car and drove out to Golden Gate Park. 5 miles. Sat by the lake, staring across the water at the pillars that stand on the far shore. You know, portals of the past. Sat there a long time without moving. Donc vous voyez cette extraordinaire mise en scène à l'intérieur du film, où Gavin Elster met en scène une pièce de théâtre dont il est jusqu'ici, dont il est le narrateur principal.
et jusqu'à temps que Scotty accepte d'arrêter de s'agiter en tous sens, de s'asseoir, de prendre le fauteuil rouge du théâtre et d'être le spectateur idéal fasciné par le récit mystérieux que lui débite Gavin Hester, qui est quand même à dormir debout, à coucher dehors, comme je disais tout à l'heure, etc. Et ça va marcher sur nous comme sur lui, etc. Surtout que ça va se trouver amplifié par cette scène suivante qui est introduction à l'icône. Donc cette scène, déjà dans le film qui s'appelait The Killers, tout le monde parlait de Kitty, etc. Et Ava Gardner arrive au bout de 20 minutes de film. Et alors là, évidemment, tout le monde l'attend au tournant. Il faut que quand elle arrive, la fameuse Kitty, évidemment, elle fasse le poids. C'est le règne des divas encore. Donc là, c'est pareil, l'arrivée de l'icône est retardée, puisqu'elle arrive dans la scène suivante, là, qui est à 16 minutes. Et tout va nous y préparer. Ça commence par une caméra en travelling subjectif, mais indéterminé, qui n'est pas le regard de Scotty encore, qui est une subjective indéterminée, on verra ça plus tard dans les films d'horreur, qui est utilisé, ciel par les yeux de qui voit, mais là on n'a pas le temps de se le dire, on rentre parce que c'est un transport à la fois religieux et amoureux, et nous passons à travers les vitraux de la porte de chez Ernie, s'il vous plaît, c'est pas une porte en bois ni en fer, etc., ce sont des vitraux. Nous allons assister à la révélation de l'icône, et là je vous laisse... on va revoir la séquence, vous allez voir que Hitchcock fait un truc de fou, c'est-à-dire un découpage. Je pense qu'aucun élève d'une école de cinéma se serait autorisé ça, parce que tout le monde aurait dit c'est fou, mais Hitchcock, il peut se permettre. Et il a matérialisé réellement dans l'espace la capture de notre regard et sa conjonction avec celui de James Stewart. James Stewart est au bar. Il regarde dans la salle. Normalement, la caméra devrait venir se poster à côté de lui pour regarder ce qu'il voit, n'est-ce pas? Nous aurions donc le contre-champ subjectif, mais pour le moment, qu'est-ce que fait Hitchcock? La caméra s'enfuit, elle recule, elle vient nous chercher dans notre fauteuil de spectateur pour faire la triangulation idéale et revient accompagné par le Liebestod de Tristan et Iseult, l'amour à mort. La musique de Herrmann qui démarre avec le second côté du triangle de la caméra pour aller saisir le dos nu, l'étole verte comme la mort, vert émeraude, la robe noire, etc. Donc il fait une triangulation, c'est-à-dire qu'il conjoint notre regard et celui de James Stewart, qui lui est en droite ligne, si je peux dire, fait le troisième côté du triangle. Donc on a ici exactement les schémas que les psychologues ont repérés quand nous apprenons à proférer des mots et à montrer quelque chose à quelqu'un et non plus à regarder le doigt. C'est le proverbe chinois bien connu. L'imbécile regarde le doigt. Quand les enfants cessent d'être idiots, infants, sans les mots, ils pointent en demandant qu'on leur passe le jouet, etc. C'est ce mouvement de triangulation qui fait la distinction du sujet, de l'objet, et qui fait qu'on peut construire un espace commun de parole et de toucher. Ça, Boris Cyrulnik a travaillé là-dessus. Il y a un très beau livre sur l'empathie que vous pouvez lire, piloté par du Collège de France. Voilà, il y a eu des tas de recherches là-dessus, et ces recherches, d'ailleurs c'est très récent, ont confirmé cette figure extraordinaire qu'il utilise aussi dans d'autres films. Il l'utilise dans Le Grand Alibi, où le meurtrier, pareil, ça s'arrête sur le seuil de la porte, la caméra fait tout le mouvement jusqu'au cadavre, puis vient rechercher le meurtrier, et après on le fait ensemble. Et ça marche, parce que c'est quand même, on pourrait se dire que c'est très étrange et très culotté. Techniquement, est-ce que c'est plausible? Mais ça marche. Il vient nous chercher, et cette après ça, évidemment, c'est la poursuite. Là, on est complètement dedans. Après, on est fasciné comme James Stewart. Encore un mot avant de revoir la séquence. On n'est pas chez Carmen, avec la rose rouge en travers de la bouche et les œillades, bien qu'il y ait une musique plus ou moins espagnole piquée à Ravel, mais on est dans l'icône qu'on adule, dont on baise les pas. D'ailleurs, les pas, on ne les voit pas, parce qu'elle avance comme si elle était sur roulette. Elle est déjà un fantôme, quoi, l'histoire. On voit son double dans le miroir, et elle avance comme ça, un pas feutré, puis on peut dire, elle sent pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle franchit
cette espèce de surcadrage que fournit le chambranle qui sépare les deux salles du restaurant. La scène du coup de foudre se fait par la nuque. Ça aussi, c'est une audace extraordinaire. Il ne se regarde pas. Elle lui rentre dans la tête, elle lui tourne la tête. C'est vraiment le sublime de l'amour. C'est un amour virtuel, donc absolu, totalement désincarné. Mais quand même, Hitchcock a fait donner la garde, parce que quand elle se détache en attendant l'homme qui l'accompagne, dont on sait que c'est son mari, mais ça pourrait être absolument n'importe qui, un laquais, etc., son profil de médaille, de médaillon, vient se mettre en relief sur les tentures cramoisies de Hernies. Et là, Hitchcock fait encore quelque chose d'extraordinaire. Il fait donner les projecteurs, c'est-à-dire qu'il fait monter la lumière. Et l'éclairagiste lui a demandé 3 fois, vous êtes sûr que pendant le plan, vous voulez que... Oui, pour que le cramoisi monte. On retrouvera ces flammes chez Scotty, quand il l'aura sauvé de l'eau, et qu'elle s'assiera sur les fameux coussins devant le feu, etc., avec une robe de chambre rouge qui rappelle les tentures cramoisies. Mais c'est l'autre profil qu'elle offrira dans la scène d'après la noyade. C'est le profil humain. Elle est humanisée, elle parle, elle est de face, et elle sort un peu de la même manière que chez Hernies, dans la scène où elle sort de la chambre. On pourrait dire que c'est Madame Ferguson à ce moment-là. Elle sort de la chambre avec beaucoup de charme, etc. Mais c'est un charme humanisé. Alors que là, on est évidemment dans un domaine complètement de l'icône mythologique, façon déesse grecque. On est chez Orphée et Eurydice. Évidemment, ça marche. Ça marche sur lui, ça marche sur nous. Enfin, je vous demanderai après, s'il nous reste 5 minutes, pour savoir si ça marche sur vous. Alors, revoyons cette séquence extraordinaire. Voilà, et le tour de tête est joué, si j'ose dire. Nous sommes pris. Et vous voyez, il vient nous chercher très gentiment dans notre fauteuil, pour nous dire combien il a raison de tomber amoureux de cette femme. Nous aussi, Tristan et Iseult. Il faut qu'on arrête, c'est ça? Et oui. La suite à la prochaine fois. Merci François. À suivre.